Chers amis du livre et de la lecture, bonsoir et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Pour cette émission, nous avons l'honneur de recevoir un écrivain, et il n'est plus à présenter, il se prénomme Habib Dagbouan. Habib Dagbouan, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui dis merci. Oui, je suis avec René Lantokbodé. Oui, bonsoir Robert, bonsoir oui. Habib. Alors, écrivain, nous notons que vous êtes aussi en fait ingénieur bien, comment on va le dire, spécialiste en ressources humaines. D'accord. Donc vous avez deux casquettes, mais c'est sous la casquette de l'écrivain que nous vous avons reçu parce que vous avez eu à publier Partir ou rester, l'infamante République, publié en 2006. 2006, oui. En 2006 par édition Ruisseau d'Afrique, n'est-ce pas? Et le second livre, c'est PV Salle 6, et publié en 2013, n'est-ce pas, par oui. Star Édition. Et le tout nouveau, intitulé État Conteste, c'est un recueil de 8 nouvelles, n'est-ce pas, et les unes percutantes que les autres, publiées en 2015, n'est-ce pas, par les éditions plurielles. Alors, puisqu'il s'agit d'un écrivain et d'une œuvre, nous allons causer autour d'un code de PV, Salle 6. Alors, comment en es-tu arrivé là rapidement, avant que nous ne démarrions? Habib, vous avez la parole. Merci. Oui. Merci Robert. Oui. C'est pas évident d'écrire un peu comment on en est arrivé à une œuvre. Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir que l'écriture vient forcément d'un choc. Okay. Et ce choc, je l'ai reçu lorsque je travaillais dans un hôpital oui. où j'ai vu le calvaire de ces malades du sida oui. qui étaient laissés pour compte d'une manière ou d'une autre oui. et qui s'accrochaient tout simplement à un espoir que je qualifie de sans fondement, parce que tout le monde les croyait à l'article de la mort, mais ils étaient toujours en train d'espérer le dernier miracle. Oui, exactement. Et effectivement, PV Salle 6 implante son décor dans un hôpital où il y a 6 idéens, et il s'appelle policier, pasteur, c'est ça, les bras, et Kofi, Toundé, d'accord? Oui. Et ils sont un certain nombre donc, à souffrir, c'est-à-dire c'est des gens qui sont très désespérés. Mais on constate que c'est un prétexte, vous êtes servi donc de ce mal-là pour parler de notre société en général. Alors, quelle est la leçon que tu veux nous donner à travers PV Salle 6? Et tu vas nous parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, PV Salle 6? D'accord. D'abord, il n'y a pas de leçon. D'accord. Okay. C'est une peinture. Oui. C'est-à-dire que c'est une fresque, une toile. Oui. C'est comme un peintre qui se met à faire ses arabesques et ses portraits. Oui. En principe, ça s'arrête là. Oui. C'est de l'art. Oui, c'est de l'art. Mais derrière, on ne peut pas ne pas inviter les différentes thématiques qui tiennent à cœur à l'auteur et qui tiennent à cœur aux populations. Parce que je suis issu d'un tissu social oui. Qui a des réalités que je vis et que j'ai envie de transmettre, de faire partager. Oui, évidemment. Et la particularité de ce roman, c'est que vous êtes parti de nuit 63, d'accord, jusqu'à nuit 0. Et au total, nous avons 64 nuits. Et quelque part, il est écrit, et j'écris au milieu des odeurs. J'écris pour ne pas mourir. J'écris depuis 63 nuits. Oui. Pour finalement nous parler d'une société qui est aux prises avec la douleur, avec la mort et peut-être avec la vie, jour 0. Bien sûr. Parle-nous-en. La douleur est une symbolique dans cette œuvre. C'est une symbolique en ce sens que l'Africain moyen aujourd'hui vit dans la douleur du fait de l'incurie des dirigeants, du fait de cet écosystème malheureux, un peu délétère dans lequel nous bougeons sans boussole, sans loi, sans repères moraux. Tout à fait. Donc c'est ça que j'ai voulu convoquer dans cette œuvre, faire un peu le diagnostic de nous-mêmes et tout en rigolant. Voilà. Et dépeindre un peu
ce que nos dirigeants font avec les moyens, tout à fait. Dépeindre un peu le pourrissement moral de cette classe politique, tout à fait. Et le pourrissement moral qui rejaillit sur les individus, parler un peu de l'alcool, parler un peu de la commercialisation des produits de contrebande, et cette commercialisation à laquelle les personnes se livrent parce qu'il n'y a pas mieux, parce qu'on ne leur a pas proposé mieux. Donc voilà un peu de ces problématiques que j'invite dans le livre. Tout à fait. Voilà. Malgré cette douleur, malgré tout ce que vivent ces malades, on sent que dans ton roman, tu les incites à s'accrocher à un espoir. Oui, que tu as peint dans un personnage appelé Soudé. Oui. C'est le mystère de l'espoir en réalité. Parce que l'espoir, c'est une donnée que nous ne maîtrisons pas. Et l'espoir, c'est mystérieux parce que il naît au moment où on l'attend le moins. Et c'est pour dire en fait que toutes les conditions extrêmes de vie sont vivables, sont traversables par un individu. Pour dire tout simplement qu'il ne faut jamais désespérer. Bon, il paraît qu'il doit pouvoir dire comment ils sont arrivés à attraper le sida. Oui, ça pose le problème du tabou que représente le sida. Parce qu'à interroger ces différentes personnes, on se rend compte qu'aucune n'a vraiment accepté d'avoir le sida. De reconnaître vraiment d'avoir eu le sida, et aucune personne n'a bien voulu d'être responsable de son sort. Ça, c'est la question de l'irresponsabilité permanente de l'Africain qui a toujours le bouc émissaire pour le mal qu'il a provoqué lui-même. Donc c'est un peu ça. Et puis la problématique du préservatif également qui est brandie alors que les gens continuent d'être malade, ça veut dire que le préservatif n'est pas utilisé. En fait, non. Tant que tous les Africains ne se seront pas enrichis sur le sida, et nous n'aurons pas un remède à cela. Sois-en sûr. Alors, René, et tu vas nous faire une lecture d'un extrait. Nous allons à la page 35. Oui. Ok. Et partout, on n'entendait que soudé, soudeur, pro-soudé, dessoudé. Le leader charismatique révolutionnaire, ayant déjà tout inauguré, posé des premières, deuxième, troisième, énième pierres partout, n'avait plus rien pour accroître sa visibilité. Il n'y avait plus de pierres. Toutes les pierres étaient déjà posées. L'inaugurationnisme, procédant essentiellement de la pierre, n'avait plus de contenu. Que faire? Le leader charismatique révolutionnaire retrouva l'acuité supérieure de son inventivité. Il ordonna aux chaînes de télé de le montrer descendant du ciel chaque jour avant tous les journaux télévisés. Ce fut fait, mais il y avait toujours plus de soudés que de leaders charismatiques révolutionnaires. Il demanda expressément à être vu sortir d'une fumée abondante ou d'un champignon atomique plus géant qu'Hiroshima. Du soudé, il n'en manquait pas. Il instruisit les réalisateurs les plus doués, les truqueurs les plus psychotiques, les infographes les plus délurés de le faire régner sans partage dans un sketch baroque sur Jésus, Satan, Mahomet, Bouddha, Batwala, Majoun et autres demi-dieux plus ou moins inconnus. Alors, Habib, ce leader charismatique, c'est le président de la République. Mais oui, qui dans le livre. Oui, oui dans le livre, bien sûr, dans la République du livre. Mais qui se sent menacé par un certain soudé dont on parle partout. Et j'ai l'impression qu'il ressemble à certains de nos dirigeants en Afrique qui veulent être vus partout, qui veulent, même dans les journaux télévisés, il faut qu'ils passent avant le journal. Oui, nous prenons même le cas de Mobutu. Mobutu, c'était vraiment, il a fait travailler son ministre de l'Information pour que quand l'heure du journal sonne, a dit qu'il sorte de nuages, voilà, comme un dieu. Oui. Oui, c'est
C'est le champ lexical de la dictature. C'est le champ lexical de la dictature. C'est la pantalonnade permanente de nos dirigeants qui ont une vision tellement étriquée du pouvoir qu'ils ont l'impression que c'est une arme. Or, le pouvoir, c'est un service. Donc, c'est ça. En fait, les Africains ils ont hérité des systèmes de gouvernance post-coloniaux. Oui. Et ils n'en ont pas su, ils n'ont pas su ce qu'ils allaient en faire. Oui. Et bon, ça continue dans certains pays. Le Bokassa n'est pas totalement parti, il s'est réincarné dans beaucoup d'autres dirigeants. Oui, donc voilà, c'est hélas. C'est hélas la peinture de nos chefs d'État, de beaucoup de chefs d'État africains que j'ai voulu repeindre. Oui, il y a également, c'est-à-dire toucher la religion, c'est-à-dire ces églises qui... cette religiosité maladive des Africains, cette vente de miracles gratuits qui ne se produisent jamais. Parce qu'il faut comprendre que les miracles n'existent pas, mais qui sont instrumentalisés, ces miracles, pour permettre à une poignée de personnes de s'enrichir. C'est toujours cette négation de l'identité, cette façon de manipuler les foules et de les empêcher de croire en elles-mêmes pour que ces leaders d'opinion, c'est la même chose dans la sphère politique, que ces leaders d'opinion ou ces vendeurs de miracles religieux puissent s'enrichir. La preuve, parmi nos malades, nous avons un pasteur. C'est pour dire que il a beau être pasteur, il n'y a pas de miracle, comme tu dis. Bien sûr, ça n'est pas une personne. Des besoins de puissance et des besoins malsains. Tout à fait. Oui, René, et parlons de l'écriture, de style de David Dagbougan, Nuit 63, 62 jusqu'à Nuit 0. Oui. Et puis, nous rappelons que ce roman est lauréat du Grand Prix littéraire du président de la République 2015. C'est important, il faut le dire. Alors, ça veut dire que c'est 410 pages d'insomnie, puisque c'est le bruit ou les bruits de l'hôpital, le vacarme ne permet pas, c'est-à-dire à l'écrivain d'écrire, mais dans la nuit. D'insomnie tant chez le narrateur que chez l'écrivain. Que chez l'écrivain, oui. Et Toundé, il a fait du beau travail. Alors, comment en es-tu arrivé là, par rapport à l'écriture, le style? Il faut dire que c'est une technique que j'ai trouvée pour pouvoir concilier autant d'histoires disparates. Très bien. C'était difficile pour moi de les mettre dans un récit linéaire. Voilà. C'est pourquoi j'ai trouvé la parade en séquençant ce livre en nuit. Oui. Voilà. Et puis le fait que le nombre de nuits décroît, c'est une forme de composition avec le désespoir. On a l'impression que le désespoir décroît jusqu'au dernier moment où devrait naître l'espoir. C'est comme si les personnages de ce livre s'étaient promis d'arriver, de triompher du sida, de ce mal-là, le jour zéro. Donc leur désespoir décroît au même moment où que leur espoir naissait, augmentait. Donc 63 nuits de peur, de mort, de souffrance, la nuit zéro correspondrait peut-être au jour heureux, certainement. Oui, la nuit zéro correspond au jour où ce sauveur, quand je dis sauveur, ce guérisseur traditionnel qui avait réussi à guérir un malade du sida, Soudé, qui avait réussi à guérir le malade du sida, le jour où ce guérisseur allait venir. Alors, c'est ça encore, c'est la symbolique de la lutte éternelle entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Voilà. Et une façon de dire que la science, elle n'est pas
elle est universelle, d'accord, mais aucune civilisation n'est dépositaire du savoir. Exactement. Les savoirs sont relatifs et ils sont surtout endogènes en Afrique. Et on doit pouvoir composer avec ces détenteurs de savoir qui malheureusement les cachent. On doit pouvoir composer avec ces détenteurs pour que leur connaissance soit révélée au grand jour. Parce que c'était à cela que ces malades s'accrochaient pour espérer, parce qu'ils pensaient que Soudé allait les guérir aussi. Voilà, et Habib Dakogan, il y a tellement de choses intéressantes à rencontrer, à trouver dans ce livre que 12 minutes ne nous suffisent pas pour tout décortiquer, mais l'essentiel, et vous l'avez déjà dit, René Lanton-Podé, nous sommes déjà à la fin donc, de cette rencontre, de cette causerie. Et nous remercions tous nos amis lecteurs du livre et nous leur recommandons la lecture du PV Sartis qui est lauréat du Grand Prix littéraire du Président de la République 2015. Merci à toute l'équipe de réalisation. Habib, merci infiniment d'être venu. Merci. Bonsoir chez vous.